Très bien. Bon, il est un peu plus de 14h30, on peut commencer. Désolé du petit problème technique, on a commencé un peu en retard. Alors, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 juillet 2025 et merci de vous être connectés à ce webinaire consacré au marché de l'électricité et du gaz, organisé par Gazelle Énergie. Alors, je vous rappelle que Gazelle Énergie est un fournisseur d'électricité et de gaz à destination des clients professionnels, et puis nous organisons régulièrement des webinaires consacrés au marché de l'énergie. Nous vous remercions de vous connecter toujours plus nombreux à chaque session. Ça nous fait très plaisir et ça nous encourage aussi à poursuivre ces rendez-vous. Alors, je suis Shamsi Naboura, je fais partie de l'équipe commerciale Grand Compte chez Gazelle Énergie et je serai accompagné aujourd'hui d'Arnaud Servoin, ingénieur pricing et gestion de portefeuille, et de Roman Nano, qui fait aussi partie, comme moi, de l'équipe commerciale Grand Compte. Alors, cette session, avant les vacances, présente une nouveauté, puisqu'il y avait un jeu concours qui était associé. En effet, les heures durant lesquelles l'électricité est à un prix nul, voire négatif, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois et dont on n'a sans doute pas fini de parler dans les prochaines années. Et comme c'est un événement qui arrive de plus en plus fréquemment, vous étiez invité à deviner le nombre d'heures négatives spot en électricité à date du 7 juillet. Donc Arnaud vous dévoilera tout à l'heure la réponse et puis j'aurai ensuite la chance de vous donner la liste des heureux gagnants à la fin du webinaire. Alors on va essayer d'aborder plusieurs sujets durant ce webinaire qui devrait être un petit peu plus dense que d'habitude. L'idée aujourd'hui pour nous, c'est de vous apporter un maximum d'informations pour bien comprendre le contexte actuel et puis aussi pour mieux appréhender les mois à venir. Alors, tout au long de ce webinaire, vous aurez bien entendu la possibilité de nous poser des questions sur le chat et nous essaierons d'y répondre comme à chaque fois à la fin de cette session. Et puis, bien entendu, comme à chaque fois, ce webinaire sera par la suite disponible en replay pour que vous puissiez l'écouter, le réécouter s'il y a des points qui ne sont pas clairs, en accéléré ou au ralenti à votre convenance. Alors, durant notre dernier échange en février, nous avions indiqué que les marchés de l'énergie évoluaient déjà dans un contexte particulièrement tendu. La fin du transit de gaz russe par l'Ukraine au 1er janvier avait accentué la dépendance européenne au GNL, puisqu'il avait entraîné à l'époque une hausse notable de la volatilité sur les prix spot du gaz. On avait aussi observé une consommation électrique française qui était en légère reprise, qui était soutenue déjà à l'époque par une production nucléaire qui était en progression constante, et puis aussi par une production hydraulique qui était record, même si du côté des énergies renouvelables, les performances étaient un petit peu contrastées. Et puis enfin, en février, Donald Trump venait tout juste d'être investi. Ses premières annonces restaient vagues et il avait une volonté affirmée de relancer massivement les hydrocarbures américains, mais il menaçait déjà de droits de douane supplémentaires et puis il avait, comme toujours, un discours America First. Et ça suffisait déjà à l'époque pour nourrir un petit peu la volatilité. Alors aujourd'hui, on va poursuivre cette analyse. On va essayer d'examiner l'évolution récente des marchés et puis les perspectives à venir, notamment en matière d'approvisionnement, d'évolution des prix et d'impact géopolitique. Alors, au programme de ce webinaire, le sommet, on va tout d'abord aborder le contexte économique dans lequel ont évolué les marchés durant le premier semestre de cette année. Ensuite, on va essayer d'aborder chaque commodité plus en détail d'un point de vue offre-demande. Et puis aussi en essayant d'aborder les perspectives. Donc on va commencer par le pétrole, le gaz, le CO2 et enfin on va terminer par l'électricité. Et puis à la toute fin, on va essayer de voir un exemple de mécanisme qui permet de tirer profit de la faiblesse des prix spot électricité durant certaines heures. Donc je vous propose de commencer sans plus attendre en nous intéressant au contexte économique. On va essayer de faire un petit panorama de la croissance mondiale. Donc, concernant la croissance mondiale, en fonction des organismes, les chiffres diffèrent un petit peu, mais il y a une espèce de consensus pour dire qu'on est en croissance, mais que la croissance diminue. Donc, suivant le FMI, on est à 2,8% en 2025 contre
3,3 % en 2024, et puis selon la Banque mondiale, on est à 2,3 %. Alors, ça représente pas forcément les mêmes postes, mais bon, c'est des tendances. Et donc, selon la Banque mondiale aussi, on est en décroissance. Enfin, on est en croissance, mais la croissance est moins importante qu'il y a un an. Alors, cette croissance, en fonction des pays, je vais passer par la slide d'après, pardon, hop. Voilà. Alors, en fonction des pays, on a des dynamiques qui sont un peu contrastées. Aux États-Unis, on a un PIB qui est revu en baisse, sous l'effet d'un afflux massif d'importations avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers, et puis aussi d'un ralentissement de la consommation des ménages. Et puis, en zone euro, la croissance a surpris positivement, puisqu'elle a été légèrement positive au premier trimestre 2025, et ce, grâce à un rebond de l'investissement industriel, mais aussi un effet de stockage des entreprises avant les droits de douane américains. Et puis enfin, en Chine, l'économie a légèrement progressé, elle reste résiliente, même si on est dans un contexte de tensions commerciales qui sont persistantes. Alors la croissance annuelle, elle s'établit à environ à des niveaux qui feraient pâlir l'Europe, hein, puisqu'on est à plus de 5 % au premier trimestre et qu'on est en légère décélération par rapport au dernier trimestre. Et puis du côté des marchés émergents, la croissance elle est globalement robuste, hein. Elle est portée par la consommation intérieure et puis par les investissements. En Inde, on a une belle croissance de plus de 6 % qui est tirée par les services et les infrastructures. Et puis du côté de l'Indonésie, des Philippines et du Vietnam, on a aussi une belle croissance solide grâce aux exportations et puis aux investissements étrangers. Alors, depuis cette croissance, il faut quand même faire attention à quelque chose, c'est l'inflation. Les prix, après la crise en Ukraine, ont fortement augmenté, donc l'inflation a été élevée, elle diminue, mais elle reste quand même à des niveaux qui sont élevés. Donc ça décélère, mais ça décélère finalement moins que ce qu'on pensait, enfin que ce qu'on croyait. Et ce, on va le voir, c'est à cause des tensions commerciales. Donc voilà, là encore, en fonction des organismes, les chiffres diffèrent, mais on va dire tous les organismes s'accordent pour dire qu'on a une hausse des prévisions d'inflation, même si nous sommes en légère décélération. Et puis il n'y a que du côté de la zone euro que l'inflation se stabilise autour d'un objectif de 2 %, ce qui permet du coup à la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, de faire une petite pause après 8 baisses consécutives de ses taux directs. Voilà, alors on ne va pas rentrer forcément dans le détail, hein, vous pourrez ensuite voir les slides à tête reposée, mais voilà, du côté des États-Unis, on a clairement un ralentissement économique qui est attendu, principalement à cause des droits de douane. On a un marché du travail qui est solide, mais il y a quand même des signes d'essoufflement, et ce qui fait que du coup la Fed, donc la Banque centrale américaine, de rester prudent, parce que même si l'inflation est en légère baisse, dans les mois à venir, il se peut que cette inflation augmente encore. Du côté de l'Europe, on a une croissance qui est modérée au second semestre, qui est portée par la reprise des consommations et puis tous les soutiens budgétaires qui sont encore actifs, notamment les fonds européens. Il faut quand même tenir compte de toutes les incertitudes politiques, notamment en France, aux Pays-Bas, en Espagne. Puis là encore, des tensions commerciales qui sont persistantes avec les États-Unis et dont on n'a toujours pas fini. C'est même sans doute même seulement le commencement. Et puis, bon, point positif, l'inflation est stable, aux alentours de l'objectif de 2 %, ce qui permet du coup de maintenir des taux inchangés après plusieurs baisses successives. Alors du côté de la Chine, on a une croissance qui est modérée, mais qui reste très très forte, donc modérée par rapport aux prévisions, par rapport aux précédentes croissances auxquelles nous ont habitués les Chinois. Mais voilà, donc on est quand même en décélération, et bien entendu, c'est encore une fois à cause des tensions commerciales, puisqu'on a des exportations qui sont ralenties, et on est dans un contexte de tensions commerciales qui sont prolongées avec les États-Unis. Et puis on a un immobilier qui reste fragile, qui est soutenu par des mesures ciblées pour stabiliser l'activité, sans relancer massivement le crédit. Et puis, du côté des autres continents, alors en Afrique, là encore, c'est contrasté. On a globalement une croissance moyenne qui est portée par la demande intérieure et des projets d'infrastructure, mais en fonction des zones, on va dire que c'est relativement contrasté, puisque l'Afrique de l'Est, on a une très grande croissance, un très grand dynamisme, tandis que certaines autres zones, le Sahel, l'Afrique centrale, sont freinées par l'inflation et l'instabilité politique et sécuritaire. Du côté du Moyen-Orient, il n'y a pas que le pétrole qui tire la croissance, puisqu'au second semestre 2025,
Les perspectives, c'est plutôt que la croissance soit tirée par les secteurs non pétroliers, et puis l'ensemble des investissements dans la diversification économique, parce que du côté des revenus pétroliers, forcément, ça dépend des cours du pétrole, donc c'est extrêmement volatile. C'est soumis aux décisions de l'OPEP, avec des stratégies de l'OPEP, des politiques de l'OPEP, et puis bien entendu, des tensions géopolitiques régionales. Donc on a quand même une inflation qui est globalement maîtrisée, mais bon, voilà, il y a tout n'est pas forcément toujours rose. Et puis enfin, du côté de l'Asie du Sud-Est, là encore, on a une croissance solide qui est attendue au second semestre, qui sera aux alentours de 5%, qui sera portée par l'exportation, les exportations, le tourisme et les investissements directs. Et puis, l'inflation est contenue et il y a le mérite d'avoir une stabilité politique qui renforce la croissance des investisseurs. Alors maintenant qu'on a vu un peu dans quel contexte économique évoluent les marchés de l'énergie, on va maintenant se concentrer sur les marchés du pétrole, et puis le pétrole tout particulièrement. Regardons un peu l'évolution de la demande mondiale. Alors au premier trimestre 2025, on a eu une croissance importante de la demande mondiale grâce au secteur du transport, du chauffage, de la reprise en Inde et puis dans plusieurs économies émergentes. Au deuxième trimestre, c'est là que les problèmes ont commencé avec les fameux droits de douane. Donc on a une croissance qui s'est un peu ralentie parce que le contexte économique, même indépendamment des tensions commerciales, le contexte économique est en berne. Et puis il faut aussi tenir compte de la montée des véhicules électriques, des ventes des véhicules électriques en Asie et en Europe notamment, qui forcément réduisent la demande de pétrole, et puis à l'ensemble des plans de décarbonation ainsi que de sobriété énergétique. Alors si on se concentre un petit peu sur la géographie de cette demande, en Chine, on a une demande qui est en retrait. Clairement, la Chine s'est concentrée, s'est attelée durant ce premier semestre à puiser dans ses stocks stratégiques et à réduire un petit peu ses importations et ses raffinages de pétrole. Du côté de l'Inde, on a une demande qui est robuste, qui est fortement dynamique. Aux États-Unis, on a une consommation qui est soutenue par les ménages et les services principalement, mais du côté de l'industrie, la demande n'est pas forcément au beau fixe. Et puis, en Europe, on a une légère reprise après un hiver qui a été doux. Donc, on a un peu moins consommé de pétrole pour des besoins de chauffage. Et on a toutefois une consommation qui est limitée par le ralentissement industriel en Allemagne et puis les restrictions budgétaires en France et en Italie. Alors, concernant l'évolution des stocks, on va voir où on est l'offre et les stocks. Qu'est-ce qu'on attend pour l'année 2025? On attend une hausse de la production mondiale, mais en 2025, elle sera principalement portée par les pays non OPEP. On verra après, un peu plus en détail. Les stocks mondiaux ont augmenté en mars grâce à des hausses de production, mais à la fin du premier trimestre, on reste quand même en dessous de la moyenne 5 ans. Et ça, on le verra que c'est le cas pour toutes les autres commodités. On est en dessous des moyennes 5 ans. Et ça reflète clairement une prudence persistante des acteurs. Alors, qui tire cette croissance mondiale, comme on l'a dit? Alors, qui tire cette croissance mondiale? On a 80% de la croissance de l'offre mondiale qui est portée par les États-Unis, le Brésil et le Canada, notamment avec le pétrole de schiste, l'offshore pré-sel et puis les sables bitumineux. Les États-Unis ont même atteint un nouveau record de production au premier trimestre, même si cette croissance a été moins rapide qu'en 2023. Alors du côté de l'OPEP, il y a moins de croissance, mais il y a quand même une forte production. Et d'ailleurs, l'OPEP a revu à la hausse ses quotas dès le deuxième trimestre et va libérer de manière anticipée des barils qui étaient initialement prévus pour le troisième trimestre 2025. Alors pourquoi cette décision de l'OPEP? En fait, l'OPEP a décidé de reprendre, de libérer de manière anticipée des barils, tout d'abord pour ne pas perdre de part de marché face aux États-Unis et à l'Afrique. Voilà, comme on sait que la croissance a été principalement portée par les États-Unis et le reste de l'Amérique. Et puis, il y a aussi une tentative de stabilisation des prix autour d'un niveau qui est jugé soutenable, qui est le niveau de 80 $ du baril. Et donc, voilà, il y a vraiment une volonté de rester aux alentours de ce prix, ni plus ni moins, parce que c'est un niveau de prix
qui est jugé soutenable. Et puis du côté de la Russie et de l'Iran, qui sont un petit peu des cas particuliers, si des pays un peu sulfureux, si on peut dire, la Russie elle a maintenu ses exportations via la mer Noire et l'Arctique, malgré les sanctions, grâce à sa flotte fantôme, et puis des rabais massifs qu'elle a accordés à la Chine et l'Inde. Et puis l'Iran a renforcé ses exportations, qui sont au plus haut depuis 2018. Et comment ils ont pu renforcer les exportations? Il faut être honnête, malgré ces menaces, Trump est un poil plus passif que Biden au sujet des sanctions à l'égard de l'Iran concernant le dossier nucléaire. Et puis, l'Iran aussi a pu renforcer ses exportations grâce à la forte demande asiatique. Alors, comment étaient les dynamiques des prix? Alors, les prix du baril, ils ont oscillé durant le premier trimestre entre des niveaux de 60 et 80 $. Alors, sans rentrer dans le détail, on a clairement eu il y a des facteurs haussiers qui sont l'ensemble des sanctions qui sont renforcées contre la Russie et l'Iran, une vague de froid intense en Amérique du Nord qui avait stimulé la demande de chauffage en début d'année. Bien entendu, et comme toujours, les regains de tension au Moyen-Orient, avec notamment les frappes israéliennes contre l'Iran qui avaient suscité un affolement des prix. Donc ça, on va dire, c'est le principal facteur haussier. Et puis tantôt, il y a un petit peu de volatilité qui est due à des signaux d'optimisme de relance aux États-Unis, de relance dans les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, parmi ces facteurs haussiers, on a aussi les facteurs baissiers qui ont été forcément les tensions commerciales qui ont terni le sentiment de marché, qui pourraient peser sur les perspectives de croissance mondiale. On a aussi des facteurs baissiers qui ont été les annonces de l'OPEP d'augmenter les offres dès avril. Et puis, on a aussi des facteurs baissiers qui sont les replis potentiels de la demande industrielle en Europe et aux États-Unis. On a notamment eu des données macroéconomiques qui étaient décevantes à la fin du troisième trimestre, avec un PIB américain qui était en contraction, et puis une économie qui était un petit peu en décrochage en zone. Et puis voilà, tantôt on a un petit peu d'optimisme avec des anticipations d'offres accrues qui sont soutenues par la stratégie de l'OPEP. Puis on a aussi une production américaine encore robuste qui permet aussi parfois au prix de pousser à la baisse. Alors voilà, maintenant qu'on a un peu fait un tour d'horizon du contexte économique, de l'impact que ça a eu sur les marchés du pétrole, je vous propose de passer à la commodité gaz avec Arnaud qui va vous en parler. Arnaud, je te laisse la main. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à toutes. Merci Shamseddine en tout cas pour ton éclairage sur le contexte économique actuel et également sur la review complète sur le pétrole. Donc effectivement côté gaz, donc moi je vais vous exposer un petit peu l'actualité côté offre et vous le verrez d'un point de vue incidence de prix, c'est in fine un petit peu plus la demande qui aura eu un impact, mais on va quand même faire ensemble le côté offre ensemble. Alors côté gaz naturel, on va s'intéresser ici à un diagramme qui présente entre le premier trimestre 2021 et aujourd'hui par trimestre les différents imports par source au sein de l'Union européenne, et on va voir plusieurs choses. Donc la première, c'est un début de relance sur la demande. Comme on peut l'apercevoir ici à l'écran, on a un Q2, donc on termine le Q2 2025 avec un trimestre qui est le plus haut depuis le troisième trimestre 2023. Donc on est sur une dynamique haussière d'un point de vue de la demande et de l'offre constatée. Donc c'est une bonne première nouvelle et Shamseddine en parlera de manière plus complète sur l'analyse secteur par secteur. On a une stabilisation des différentes sources. On pense notamment à la Russie qui a une dynamique qui, on le voit clairement à partir du Q2 2022 a bien baissé et qui est encore malgré tout encore présente aujourd'hui entre 2023, 2024 et 2025. Il faut savoir qu'en ce moment, la Commission européenne est en train d'étudier une feuille de route pour sortir complètement
l'Union européenne de n'importe quel import de gaz provenant de Russie. Donc là, en ce moment, c'est quelque chose qui est encore en étude et planché du côté de la Commission européenne. On a, et on le voit aussi très clairement à partir du Q3 2022, une très forte dépendance au GNL, et notamment le GNL américain, comme on peut le voir d'ailleurs sur le graphique, avec la présence en bleu foncé du GNL américain qui ne cesse d'accroître côté européen. On a ensuite, ça c'était côté forward, côté spot. Donc encore une fois, on voit sur ce graphique qui cette fois ne présente plus sur un horizon temporel de 2-3 ans, mais seulement des 30 derniers jours. On voit que sur les 30 derniers jours, le marché gazier, donc il est encore largement effectivement avec le GNL, on le voit très bien sur cette image avec la courbe en noir de dessiné. Et on aperçoit aussi les apports norvégiens qui sont depuis 30 jours à l'écran, mais en réalité depuis 60 jours très chahutés, avec des épisodes de maintenance majeurs. On pense notamment au pic du 12 juin qu'on peut rapidement apercevoir à l'écran en rouge, avec un problème technique majeur et qui a eu une influence directe sur le spot, qui a grimpé suite à des problèmes techniques sur les flux norvégiens qui sont, on peut le dire, pas véritablement ultra fiables depuis 2 mois maintenant. Autre information qu'on peut notifier, c'est le fait que la France confirme sa place d'entrée majeure de gaz naturel liquéfié au sein de l'Europe, puisque un tiers actuellement du GNL arrivant en Europe provient de la France, qui a tout simplement des capacités de liquéfaction plus importantes que ses homologues du vieux continent. Donc c'est une bonne nouvelle, en tout cas côté français, d'avoir cette atout clé en notre main aujourd'hui. On va faire maintenant un petit review sur le côté stockage européen. Donc il faut savoir qu'à date d'aujourd'hui, on est sur un stockage européen de 58,9% en moyenne. On gagne environ 0,3% de remplissage chaque jour quand on avance dans le temps. C'est bas, et comme on peut le voir sur le graphique en dessous, on est donc en 2025 sur la courbe en orange de dessiné, et on est actuellement au même niveau de remplissage qu'en 2022, qui était considéré comme une très mauvaise année côté remplissage des stockages gaz européens, alors que 2024-2023 caracole en tête au-dessus avec les courbes bleues plus foncées. Donc, aujourd'hui, le problème côté européen, c'est qu'on a du mal à remplir ces stockages. Les prix remontent. On a eu une sorte d'un hiver plutôt rude, avec notamment janvier-février, et on le verra sur les incidences de prix côté électricité, également gaz, n'a pas forcément été très facile à gérer d'un point de vue volatilité, avec des prix assez importants. Donc l'objectif aujourd'hui côté remplissage des stockages gaz, il est à 90% en date du 1er novembre. Et là, aujourd'hui, l'objectif côté européen, du côté Conseil européen et Parlement européen, c'est donner toute flexibilité aux acteurs en leur laissant potentiellement soit plus de possibilités d'un point de vue temporel, en leur laissant la possibilité d'atteindre ce seuil de 90%, non pas en date butoir du 1er novembre, mais entre le 1er octobre et le 1er décembre, donc leur laisser une plage temporelle plus importante, mais aussi en cas d'événements exceptionnels de marché avec des prix très hauts ou de phénomènes de spéculation détectés, de laisser plus de mou, in fine, aux différents États pour qu'ils puissent tout simplement être 10 points en dessous de l'obligation de plancher minimum de 90% et être, in fine, aux alentours des 80% de remplissage. Donc ça, c'est encore en discussion pour l'hiver prochain. Et on va le voir dans la slide d'après, mais il y a plusieurs pays qui actuellement, des pays majeurs d'un point de vue énergétique européen, qui auraient besoin de cette petite adaptation 2025-2026. Alors justement, quand je parlais de pays qui en avaient besoin, on en voit deux principaux en tout cas. Donc là, la carte de droite, elle représente les niveaux de stockage des différents pays européens. Et donc plus un pays a un petit rond dessiné avec une couleur bleu foncé, plus le stockage de ce pays est bien rempli. Donc le top, j'ai dressé juste le top 4 des pays avec des capacités de stockage assez importantes qu'on va étudier. Donc on a l'Italie qui fait figure de bon élève aujourd'hui avec 71% de son stockage complet, avec une capacité de 192 TWh. La France, deuxième, avec 66% et une capacité de 134 TWh. Et derrière, donc les deux pays un petit peu en difficulté dont je vous parlais précédemment, avec l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont respectivement à 50 et 48% seulement de capacité de stockage remplie actuellement,
ce qui est assez bas. Donc côté offre, voilà, c'était ce que je pouvais vous présenter, et je laisse à mon collègue Shamseddine le relais pour la demande. Très bien, merci Arnaud pour ce tour d'horizon de l'offre. Maintenant, je vous propose de jeter en effet un coup d'œil à la demande. Alors, concernant la demande, tout d'abord, l'hiver, les tendances globales, c'est que l'hiver 2024-2025, déjà on a une croissance mondiale qui a progressé. Alors, la progression, elle n'est pas incroyable, mais elle est d'1,8%. Et elle a été portée presque exclusivement par l'Europe et l'Amérique du Nord. En revanche, en 2025, l'Agence internationale de l'énergie anticipe un ralentissement, donc on va encore être en croissance, mais la croissance, là encore, devrait ralentir. Et là encore, c'est parce que dans un contexte d'incertitude macroéconomique. On va le voir un peu plus en détail dans les slides d'après. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette croissance, elle dépend des continents. Du côté de l'Europe et de l'Amérique du Nord, on a une très forte hausse de la consommation, quasiment 10% en Europe et 2,5% aux États-Unis, qui d'ailleurs enregistre aussi un record. Alors pourquoi cette croissance? En Europe, on a principalement eu recours au gaz pour produire de l'électricité, de telle sorte qu'on compense la baisse de la production renouvelable en Europe. Et puis, on a eu aussi une consommation de gaz un peu plus importante parce que l'hiver a été plus froid et il y a eu du coup un peu plus de chauffage dans le secteur résidentiel et tertiaire. Ça concerne aussi bien l'Europe que l'Amérique du Nord. Alors du côté de l'Asie, le tableau il est un petit peu différent puisqu'on a un ralentissement marqué de la croissance. On est un peu moins d'1% de croissance de la demande en hiver. En Chine, on a même eu une baisse de moins 2% durant l'hiver 2024-2025, alors qu'on avait une croissance de quasiment 10% début 24. Alors pourquoi cette situation? Alors d'une, il y a eu une météo clémente qui a pesé, contrairement à l'Amérique du Nord et l'Europe, qui font qu'on a utilisé un peu moins de gaz pour se chauffer. Mais il y a aussi un autre point important, c'est que les prix élevés du GNL, clairement, n'ont pas inciter l'Asie à consommer du gaz. Alors concernant les prévisions 2025, il est prévu une croissance de la demande un peu inférieure à 4%, alors même qu'elle était de plus de 5% en 2024. Alors concernant l'Amérique latine, on a eu un rebond en 2024, mais une stabilisation qui est prévue en 2025. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un rebond en 2024? C'est que le Brésil et la Colombie ont beaucoup utilisé de gaz pour compenser la baisse de production d'eau. Donc si on regarde un petit peu l'évolution de la consommation de gaz en France, donc si on se concentre un peu. Je vais passer un slide un peu vite. Voilà. Donc si on se concentre sur ce qui s'est passé en France, clairement on ne va pas refaire l'histoire. Hein. En 2022-2023, il y a une très forte chute de la consommation pour les raisons qu'on connaît tous. Avec la crise énergétique en Ukraine, les prix records du gaz qui s'en sont suivis, et puis la réaction logique qui a été de faire preuve d'un peu plus de sobriété énergétique. Et en 2024-2025, on a eu un rebond partiel, mais on est toujours inférieur, et c'est pareil que pour le pétrole, à la moyenne pré-crise. Il faut quand même considérer que la consommation de gaz en France, elle est encore entre 15 et 20% en dessous des niveaux de l'année 2021. L'année 21, c'est vraiment le point haut de la décennie. On a eu une chute de la consommation de gaz en France. Et les perspectives pour les mois à venir sont du même acabit. C'est-à-dire que l'Agence internationale de l'énergie indique que pour l'ensemble de la France et de l'Europe, la demande devrait rester encore environ 20% en dessous de celle de 2021. Donc c'est quand même quelque chose qui semble être assez durable. Alors, quelle est la répartition de cette demande de gaz en fonction des secteurs? Alors, sur les 12 derniers mois glissants, la consommation d'énergie s'est stabilisée par rapport à l'année dernière. On a eu, en fonction des secteurs, des situations qui sont contrastées, qui se sont compensées d'ailleurs, puisque pour le résidentiel et le tertiaire, à cause de l'hiver qui a été plus froid,
en Europe, on a eu une forte demande, enfin une forte croissance de la demande sur le réseau de distribution, mais malgré ça, on a une intensité de chauffage qui baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même fraîcheur, on a moins de gaz qui est consommé par degré jour. Et ça, clairement, c'est des signes d'efficacité énergétique et d'électrification partielle des usages. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie qui auparavant était allouée au chauffage qui maintenant est utilisée, via l'électricité. Donc ça, c'est une des raisons de l'intensité de chauffage qui a baissé. Alors on a eu, en second lieu, un usage de la production d'électricité en Europe qui a beaucoup augmenté. On a utilisé beaucoup plus de gaz pour produire de l'électricité en Europe durant ces derniers mois. Mais là où c'est un peu subtil, ce n'était pas le cas en France. C'est-à-dire qu'en France, on a moins utilisé de gaz pour produire de l'électricité. Alors pourquoi? Parce qu'on a une baisse marquée de l'éolien. En Europe de l'Ouest et du Sud, on a eu une baisse de quasiment 10%, un peu plus de 10% même, pour l'éolien, de la production éolienne et hydro. Mais les centrales à gaz françaises, elles ont plutôt été utilisées en backup et moins qu'en Europe. On a eu une consommation qui a été en hausse de 20% en Europe, alors qu'en France, elle a carrément baissé de moins 8%. Pourquoi? C'est parce que on a eu quand même une production hydraulique qui a été tout à fait correcte en France. Et puis, il y a eu d'autres phénomènes qu'on avait abordés durant les webinaires précédents, qui étaient qu'il y a eu des interconnexions entre la France et le reste de l'Europe qui n'ont pas forcément été toujours opérationnelles, qui ont fait qu'on s'est retrouvé avec des afflux, un afflux d'électricité sur le réseau qui n'a pas été exporté, qui a permis du coup à la France de ne pas avoir recours trop aux centrales à gaz. Alors voilà, même si dans le résidentiel et le tertiaire et dans le petit industriel, on a eu une croissance de la consommation de gaz, on a quand même une consommation de gaz qui est en recul pour le secteur industriel, puisqu'elle a baissé durant le premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024. Pourquoi? C'est que les prix du gaz ont beau avoir baissé, ils restent quand même à des niveaux qui sont jugés encore élevés par le secteur industriel, surtout si on le met en face de la concurrence internationale, et ce qui a du coup forcément engendré une activité manufacturière qui a été modérée. Donc voilà, donc en quelque sorte, la baisse de la demande liée à la production électrique et à l'activité industrielle a été contrebalancée par la hausse de la consommation dans les secteurs tertiaires et résidentiels. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de la demande, j'ai encore, hop, voilà, pardon. Je vais maintenant aborder les perspectives. Qu'est-ce qui se dessine pour les mois à venir? Alors, on attend quand même une demande globale en légère hausse, mais qui devrait être freinée par la reprise des renouvelables et des prix qui sont jugés encore élevés pour les prix du gaz. La production électrique, on attend une baisse sur le reste de l'année parce qu'il va y avoir un retour du nucléaire qui sort des maintenances et des divers problèmes qui ont été rencontrés ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, à sans doute plus de renouvelables cet été. Donc, attendez-vous à un été très, très chaud. Alors, du côté du résidentiel et du tertiaire, qui est quand même très, très thermosensible, ça pourrait progresser en fonction du climat, de l'été chaud, de l'hiver froid, mais ça reste quand même sensible à l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que, de manière inévitable, on a une lente décroissance de la consommation de gaz parce que les usages deviennent de plus en plus efficaces. Et du côté de l'industrie, la tendance, comme on l'a un peu dit précédemment, elle est à la stagnation, voire une légère baisse, notamment dans les industries qui sont intensives en termes de consommation énergétique, comme la chimie et la sidérurgie. Voilà, maintenant que je vous ai dressé un petit aperçu de la situation de la demande de gaz, je vous laisse la main avec Arnaud, qui va montrer comment est-ce que cette dynamique offre-demande a impacté les prix. Alors, merci Shamseddine pour ton regard avisé sur la demande. Donc, effectivement, j'ai parlé dans un premier temps de l'offre, puis mon collègue effectivement a pris le relais sur la demande. Et maintenant, côté prix, comment est-ce que ça va être? Comment est-ce que ça s'est retranscrit depuis le début de l'année? Alors, donc, 4 courbes à l'écran. Donc, la première, le spot TTF en rouge.
puis successivement le CAL 26, 27 et 28, TTF encore une fois, avec tout d'abord une tendance claire, c'est l'effet de backwardation sur les trois années observées, avec effectivement l'échéance la plus lointaine qui est la moins chère, avec aujourd'hui un spread d'environ 3-4 euros du mégawattheure entre les 3 années de livraison. On va donc du coup découper cette courbe des 6 derniers mois en 4 temps. Donc le premier, c'était entre janvier et la mi-février, l'épisode 3 dont je vous parlais précédemment avec le fait que le stockage se vidait rapidement. Donc on a eu effectivement un hiver plutôt rude, tout du moins janvier-février assez rude. On a eu la fin du transit de gaz russe par l'Ukraine qui a également joué pour tendre le côté offre. Et donc des stocks qui sont encore une fois assez rapidement vidés. Deuxième phase, donc post mi-février, entre mi-février et la mi-avril, on a eu dans un premier temps un assouplissement potentiel des objectifs de stockage de l'Union européenne. On parle dans un premier temps, donc il y avait des pourparlers de la Commission européenne sur le fait d'abaisser ce seuil de 90% obligatoire au 1er novembre à 83%. C'était un chiffre qui avait été évoqué à un moment. Donc voilà, pour essayer de diminuer un petit peu la tension qui pouvait exister sur le marché. On a eu ensuite le jeu incroyable de Donald Trump avec ses petites ardoises et ses tarifs douaniers sur les différents pays mondiaux pour essayer de créer un dialogue et des négociations avec lui. Donc ça avait forcément secoué les marchés financiers, mais pas que. Et donc ça avait aussi cristallisé la demande des différentes commodités, dont celle du gaz. Et on peut voir une tendance certaine baissière pendant cette période de jeu Donald Trump. On a eu ensuite des pourparlers de paix avec la Russie, donc forcément c'est toujours un petit peu difficile de revenir en arrière sur des pourparlers de paix quand après on entend parler de bombardement il y a quelques semaines de cela, mais en tout cas à l'époque on avait eu des pourparlers de paix à ce sujet-là, entre la guerre aussi en Ukraine, et on avait des prévisions de météo qui étaient plus favorables à cette époque. Puis troisième phase, on a eu donc l'escalade, et plus qu'une escalade, on a eu une concrétisation du conflit entre l'Iran et Israël, et notamment le 12 juin qui sonnait un petit peu le point de départ militaire avec les premiers bombardements d'Israël en Iran. On a eu à la suite de ça donc une tension rapide par rapport au détroit d'Ormuz avec le potentiel impact qu'allait générer un blocus de ce détroit, avec notamment un fort impact sur le GNL et le pétrole, donc avec forcément une tendance haussière à ce moment-là qui allait se dessiner. On a eu une concurrence asiatique pour l'importation de GNL, on a eu des problèmes de terminaux côté américain. Et enfin, pour continuer à s'amuser côté gaz, on avait présenté rapidement avec un petit focus sur les 30 derniers jours, mais c'était comme je vous l'ai présenté surtout sur 2 mois, des problèmes techniques côté flux norvégien. Donc ça a forcément été des drivers négatifs pour les prix et donc qui ont aidé à cette tendance plus que haussière, même si malgré tout plutôt relative. Et enfin, dernière étape, c'était donc sur les derniers jours, sur la dernière quinzaine, on va dire, l'assouplissement des règles concernant les remplissages de stock, avec ce que je vous présentais au début, avec une volonté d'avoir des règles moins contraignantes d'un point de vue temporel dans un premier temps, et potentiellement d'avoir un petit jeu sur les 10%, sur le seuil plancher des 90%, et potentiellement aller aux 80% qui allait forcément détendre les marchés. Puis, et enfin d'ailleurs, l'accalmie relative qui s'installe un petit peu au Moyen-Orient ces derniers jours, avec des premières discussions réelles entre les États-Unis et l'Iran actuellement. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur l'évolution des prix d'ETF, à la fois spot et également les forwards. Et je laisse mon collègue s'exprimer sur la partie potentielle projection de ces forwards. Alors très bien. Alors maintenant qu'on a fait un peu un tour d'horizon de la dynamique de l'offre et de la demande, qu'on a un petit peu fait la météo de la veille en regardant comment est-ce que les prix ont évolué, ça va être le moment d'essayer de sortir notre boule de cristal pour essayer d'anticiper un peu comment peuvent évoluer les prix dans les prochaines semaines. Alors pour ça, on va essayer de prendre un peu de recul, de voir un peu comment est-ce que les prix se sont comportés sur du temps long. Alors, prenons un peu l'historique sur 5 ans. Alors déjà,
comment est-ce qu'un prix, qu'est-ce qui fait que le prix du gaz est à tel ou tel niveau? Les prix, c'est le reflet d'un équilibre entre l'offre et la demande. Donc une confrontation permanente à un instant entre les acheteurs et les vendeurs qui vont prendre en compte l'ensemble des informations qui nous sont connues, qui sont pour le gaz les infrastructures, les terminaux GNL, la demande, et qui du coup reposent sur des fondamentaux qui sont bien connus, de production, de météo, de stockage, de consommation, qui vont construire sur le temps long les grandes tendances. Donc les marchés tiennent compte à un instant T de l'ensemble des informations qui sont connues. Et un grand nombre de ces informations sont connues de longue date, puisqu'on est sur des infrastructures, surtout pour le gaz, qui sont là qui sont en place depuis des années, et qui du coup vont guider, on va dire, une trajectoire naturelle, indépendamment d'ensemble de facteurs très court terme qui vont pouvoir agir de manière ponctuelle sur les marchés. Donc c'est pour ça que le marché, outre ces tendances long terme, peut aussi réagir très vite à des événements court terme, des événements extérieurs, un événement géopolitique qui n'était pas forcément connu avant, une annonce réglementaire, un aléa climatique, un aléa extrême. Et donc ces signaux de court terme vont venir soit accentuer la tendance de fond, c'est-à-dire qu'on avait une tendance qui était long terme haussière et ça va venir accélérer, agir un petit peu comme un catalyseur, ou peut-être la casser brutalement. Donc tout dépend de l'importance de ces nouveaux facteurs, de ces nouveaux événements. Est-ce que c'était des événements qui étaient connus? Est-ce que c'était des événements qu'on connaissait mais qu'on pondérait peu? Est-ce que c'est des choses totalement nouvelles? La guerre en Ukraine, on peut imaginer qu'avant qu'elle ne se déclenche, il y avait quelques signes avant-coureurs, des signes précurseurs qui avaient pu avoir guider un peu le marché à la hausse et qu'ensuite le marché explose une fois que ce qui était auparavant une hypothèse devient une certitude. Et puis aussi, on peut avoir des événements totalement nouveaux qui vont venir casser une tendance parce que quelque chose qui était un marché qui était peut-être auparavant optimiste, pessimiste, va venir être modifié par quelque chose de nouveau qui va du coup devoir être digéré par les marchés. Et du coup, avec cette double grille de lecture, le ton long contre des événements un peu plus court terme, on va essayer d'analyser l'évolution du produit de référence TTF CAL 2026 que vous voyez ici à l'écran. Alors, ce qui saute aux yeux, de manière vraiment, j'ai envie de vous dire, naïve, grossière, c'est que depuis 5 ans, il semble y avoir un canal baissier qui a débuté en 2020 et qui semble s'être un peu construit depuis le début de l'année 2024. Donc, on a un support ascendant en rouge qui semble être, comme son nom l'indique, un support qui soutient les prix et sur lesquels les prix ont eu tendance à rebondir sur ces 18 derniers mois, puisque régulièrement, les prix s'en approchent et puis hop, ils rebondissent. Et puis de l'autre, il semble qu'il y ait une résistance qui est ascendante, qui a débuté, qui a commencé à être construite début 2023, qui démarrait aux alentours de 30 € et qui est maintenant est à 50 €. Donc, il y a eu un pic extrême en 2022 qui font qu'à un moment, le canal il semble, il n'a plus été respecté. C'est-à-dire qu'il y avait une évolution naturelle des prix, mais ça a été rompu par des événements nouveaux, qui étaient ce qui s'est passé en Ukraine. Et puis, il semble que depuis la fin de l'année 2022, le marché soit revenu dans ce canal haussier. Et puis, il semble vouloir s'y stabiliser. Donc, la situation actuelle, il semble que les prix du gaz, en tout cas pour le TTF CAL 2026, soient proches de la borne basse du canal, aux alentours de 33-35 €. On a l'impression que les prix, ça fait plusieurs mois qu'ils ont retrouvé une trajectoire un peu plus lisible et cadrée. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre si on zoome un petit peu pour les prochaines semaines? Alors, il semble que le prix teste la borne basse du canal. Donc, si il rebondit comme il l'a fait ces derniers mois, eh bien, on peut imaginer qu'il y a un retour vers les 40-45 €. Donc, il va reprendre cette espèce de trajectoire un peu naturelle, comme un peu une balle qui entre deux murs, dans une boule de flipper. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond sur ce canal. Il peut aussi y avoir une cassure nette du support, qui était aux alentours de 32-35, la petite droite rouge,
soit parce qu'il y a eu un événement nouveau qui tire les prix vers la baisse, en forme de catalyseur, peut-être une offre abondante, peut-être des difficultés dans les discussions commerciales qui font que clairement la croissance économique pourrait être affectée, ou tout simplement aussi, et c'est arrivé, à l'approche de l'été, c'est quand même une période où il y a quand même beaucoup moins de volume, parce que les opérateurs sont en vacances, donc beaucoup moins de volume, donc qui dit plus de volume, moins de volume dit un peu plus de volatilité, et donc il est plus facile pour le marché d'être un peu manipulé, ou tout simplement de céder à des tendances ou à des nouvelles qui, de manière usuelle, n'auraient pas impacté autant les cours. Ça, c'est possible aussi qu'il y ait une cassure due à ces raisons. Et puis, on peut aussi imaginer une cassure à la hausse, on n'y est pas encore, mais voilà, si à un moment il y avait un rebond sur ce support en rouge et qu'on approchait et qu'il y avait peut-être un regain de tension géopolitique, même si on voit que malgré les tensions géopolitiques, le prix s'est un petit peu affolé début juin, mais finalement il est très vite redescendu. Et voilà, il peut se passer plein de choses qui peuvent aussi tirer les prix à la hausse et casser ce support dans lequel les prix semblaient vouloir évoluer depuis quelques mois. Donc voilà, donc les facteurs fondamentaux qui vont guider les prix, ça va être les niveaux de stockage gazier européens, les conditions météo hivernales, les tensions géopolitiques en Russie, au Moyen-Orient, et puis bien entendu les arbitrages de LNG entre l'Asie et puis l'Europe. Alors, on pourrait faire le même exercice sur le produit 2027. On voit que la structure est un peu différente de celle de 2026, même si tous les deux partagent une forte volatilité qui a été engendrée par la crise énergétique de 2022. Alors, le graphe, il a un peu la même tête au tout début. On a eu une phase haussière majeure jusqu'à mi-22. On a culminé à plus de 55 € du mégawattheure. Mais depuis 2023, il semble qu'on essaye d'évoluer dans une zone qui est bornée par deux droites, avec une résistance quasi horizontale, la verte pointillée, je ne sais pas si vous la voyez, qui vraiment a l'air de vouloir plafonner les prix aux alentours de 31 € du mégawattheure. Et puis, en bas, le prix semble vouloir trouver un support, un soutien sur lequel il rebondit, qui partait du coup de 15 € du mégawattheure début 2021 à maintenant environ 22, 27, 28 € du mégawattheure. Donc il semble, en résumé, que depuis la fin 23, les prix évoluent une forme de latéralisation, ça latéralise un peu et c'est légèrement ascendant. Et chaque repli, il semble trouver appui sur la droite rouge. Et chaque tentative de dépassement, il y en a eu plusieurs en 2023, il y en a eu quelques-unes en 2024 aussi, il n'y en a pas encore eu en 2025, mais chaque tentative de dépasser ce support oblique haussier, qu'on voit en rouge, en haut, en pointillé, il semble qu'à chaque fois ça échoue. Et puis pour le CAL 28, alors pour le CAL 28, on a une dynamique qui est très différente, qui est celle qui est observée sur le CAL 26 et le CAL 27. Comme si un peu ce prix ne subissait pas exactement maintenant le même équilibre offre-demande. On a toujours eu ce pic historique qui avait fait voler tous les prix. Donc là, il y a même plus de rationnel. Quand les prix ont monté, tout a monté et voilà, il ne fallait pas trouver de cohérence à l'époque. Mais depuis cette hausse, depuis fin l'automne 22, les prix ont connu une forte décrue. On a une volatilité qui s'est vraiment réduite. Et puis maintenant, depuis l'été 2023, on évolue, mais dans un biseau qui est de plus en plus réduit. On a vraiment une évolution latérale entre deux bornes qui sont en train de converger. Donc avec une résistance et un support qui se rapprochent beaucoup, qui sont quasiment au même niveau, puisque maintenant on a un support qui est en bas là, en rouge pointillé, qui est aux alentours de 24 € du mégawattheure, et puis on a une résistance, donc la verte pointillée, qui plafonne les prix, sur lequel les prix trouvent une résistance, qui est aux alentours de 28, 29 € du mégawattheure. Donc vraiment, on a une courbe qui s'aplatit avec une dynamique qui est quasiment horizontale, qui est en train d'osciller dans un canal étroit de même pas 4 € du mégawattheure et qui va, avec les semaines à venir, encore se réduire.
Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? On a l'impression qu'on est dans un marché très horizontal, avec des acheteurs et des vendeurs qui semblent avoir intégré toutes les incertitudes majeures. On dirait qu'il n'y a plus rien qui peut faire bouger le CAC 28. On a une volatilité qui s'est compressée. Il n'y a pas de signal directionnel clair, ça vivote, et ça depuis plus d'1 an. Et ça, c'est typique d'un marché qui attend un catalyseur. Il attend quelque chose pour bouger. Alors que ce soit un catalyseur fondamental ou un catalyseur macroéconomique, mais il attend quelque chose pour pouvoir bouger. Donc là encore, c'est un peu comme ce qu'on m'a montré pour le CAC 28. Il y a 2 seuils qu'il va falloir surveiller et qui vont se rapprocher à mesure que les semaines vont passer. Donc soit on décide de casser au-dessus de 29 €. Dans ce cas-là, ça peut créer un mouvement haussier. En fait, il faut se dire que ces figures, on les voit tous. Donc on cherche tous à essayer de trouver une direction. Donc si on s'entend tous pour dire qu'à partir de 29, le 29 € du mégawattheure, le marché a décidé de monter, et ben, vous allez avoir une forme de prophétie autoréalisatrice qui risque de pousser les prix à la hausse. C'est-à-dire qu'on décide de plus respecter cette espèce de triangle qu'on respectait depuis quasiment 2 ans. Et du coup, ça pourrait engendrer une hausse. Ça pourrait être en tout cas le signe d'une hausse. Et puis à l'inverse, on peut avoir une rupture en dessous de 24 € du mégawattheure qui ouvrirait là aussi, on serait dans l'autre hypothèse, c'est de se dire on ne respecte plus ce canal, enfin c'est plus un canal, c'est un triangle, on n'arrive plus à respecter cette figure, et du coup, si on casse, il y a des chances qu'on casse à la baisse et d'aller rejoindre peut-être un prix à 20 € du mégawattheure. Donc il apparaît en fait que le CAC 28, c'est un peu l'échéance qui est la plus neutre techniquement. Ça vivote, c'est creux, ça bouge pas. Les prix sont bien encadrés, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de tendance forte, ni à la hausse, ni à la baisse. Et du coup, ça peut être le signe de couvrir. Donc si on arrive à approcher cette petite borne basse, il peut être opportun de couvrir, il peut être pour un peu plus de sérénité, parce que il n'y a pas beaucoup, ce que nous montre cette figure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de baisse à chercher. Après, on peut aussi avoir une stratégie un peu plus agressive qui consiste à se dire, tant que ça vivote, je ne fais rien. Si jamais je vois que ça casse ce canal, qui va avoir tendance d'ailleurs à se restreindre, je sais que c'est un signe que le marché va monter, donc je décide de couper et d'acheter. Ou alors, j'ai envie d'attendre que le marché décide peut-être d'aller à la baisse, peut-être parce que pendant l'été, il y aura des opportunités ou une configuration favorable qui fera qu'un manque de volume qui permette au prix de décrocher, peut-être de manière ponctuelle, peut-être de manière durable. Voilà. On peut avoir une stratégie agressive qui consiste à se dire, tant que les prix ne bougent pas, je ne fais rien, puisque je ne perds rien. De toute façon, on est aux alentours de 25 € du mégawattheure, et j'attends qu'il y ait une vraie tendance pour prendre position. Voilà, je pense qu'on a pas mal parlé du gaz. Il y a l'heure qui tourne. Je vous propose de parler de manière assez brève et concise des prix du CO2 qui, comme on le sait, sont un driver important des prix de l'électricité et du marché de l'électricité, et parler du marché du CO2. Alors on va aller assez vite. Le CO2, ça fait quelques mois, en tout cas durant ce semestre 2025, il n'a pas forcément beaucoup évolué. Il n'a pas beaucoup évolué comparé à la volatilité qu'il a eu tendance à avoir les dernières années. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc on a eu parfois des effets d'annonce avec les droits de douane. Il y a eu aussi un peu de baisse due à une annonce d'un lien futur des systèmes, des marchés carbone Grande-Bretagne et Europe. Donc il y a eu d'abord une chute initiale, et puis ensuite une spéculation haussière avec des prix du gaz qui sont venus en soutien, et puis aussi l'effet de corrosion CO2 qui est venu aussi amener un peu de hausse, parce que forcément, si vous avez moins de production nucléaire, vous allez devoir avoir recours à la production thermique, qui va du coup pousser les prix du CO2 à la hausse. Voilà. Et puis voilà, les prix du CO2 n'ont pas eu forcément une trajectoire extrêmement
extrêmement volatile. On est aux alentours de 70, en moyenne glissante, on est aux alentours de 70-75 euros sur l'ensemble du semestre. Et voilà, ça bouge pas beaucoup. Les facteurs sous-jacents, ils incluent la tension sur l'offre, les anticipations d'induction des quotas, la remontée des prix du gaz naturel, et puis les perspectives industrielles favorables. Et puis, bon, ce qui peut aussi tirer les prix à la hausse, c'est l'intégration progressive du transport maritime dans le système des quotas carbone, parce qu'auparavant, ils n'étaient pas soumis, et ils risquent d'être soumis, ils le sont de manière progressive, et ça risque de tirer les prix du CO2 à la hausse. En bref, on a des facteurs haussiers liés au retrait massif de quotas, à des éventuelles anticipations de rareté fin 25, à des éventuels événements nucléaires et météorologiques, hausse du prix du gaz, on pourrait aussi dire prix du charbon, et puis à l'entrée progressive du secteur maritime. Et puis dans les facteurs baissiers, et on le voit, c'est ce qui clairement a permis parfois au prix du CO2 de baisser, c'est forcément les tensions commerciales persistantes. Moyen de commerce, moyen de rejet de CO2 parce que vous avez une industrie qui tourne un peu au ralenti. On peut aussi avoir des facteurs baissiers liés à la production renouvelable qui serait soutenue avec le solaire, l'hydro, l'éolien, qui peut aussi jouer avec la météo modérée, avec un hiver ou un été tempéré. On a dit le lien entre les deux mécanismes de quotas que sont le mécanisme européen, enfin zone euro plutôt je devrais dire, et le mécanisme en Bretagne. Et puis on a parlé des tensions commerciales persistantes, du coup l'effet sur la croissance économique. Alors maintenant qu'on a fait un tour d'horizon sur le pétrole, sur le gaz, sur l'électricité, sur le CO2, on va passer à l'électricité. Donc je vais laisser la main à Arnaud qui va nous en parler. Alors, merci Shamseddine. Donc, effectivement, on va maintenant s'intéresser à l'électricité et précisément, côté français cette fois, on va forcément s'arrêter dans un premier lieu sur le moyen de production le plus important sur notre mix énergétique français, donc le nucléaire. Donc je sors souvent cette courbe qui provient de RTE parce que je trouve qu'elle est assez visuelle assez facilement. Donc là on regarde sur l'historique. Donc on a effectivement l'enveloppe 2015-2019 qui représente la production moyenne du parc nucléaire français qui était historiquement à 400 TWh. 2022, l'année de la crise avec la corrosion sous contrainte, on était à 279 TWh. 2023, une reprise avec 320 TWh et 2024, 361 TWh. Donc là, on commence à redorer un petit peu le blason de notre production nucléaire d'antan. Alors, ce qu'on peut observer sur les deux premiers trimestres 2025, c'est tout d'abord le Q1 qui partait très bien. On était sur des très bons niveaux de ce point de vue-là. On dépassait 2024 et on le voit assez facilement sur le graphique avec la courbe marron-orangé au-dessus de la courbe jaune. Puis, on a un Q2 beaucoup plus mitigé et contrasté avec, on peut le voir aussi, plusieurs allers-retours au-dessus, en dessous de l'historique 2024. Et on va le voir, il y a plusieurs raisons à cela. Et en tout cas, malgré cette baisse du Q2 2025, on note tout de même que la filière nucléaire en 2025 est quand même supérieure à 3%, 3,1% à la production de l'année dernière au même moment en 2024. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On a eu la saison 2, épisode 1 des corrosions sous contrainte. Donc la première saison, c'était en 2022 où on avait 32 réacteurs sur les 56 de notre parc national qui étaient complètement à l'arrêt, en maintenance, en étude sur le sujet de corrosion sous contrainte avec une inquiétude assez importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc on a eu l'annonce d'EDF courant juin sur le réacteur numéro 2 de Civaux dans la région Vienne et qui constatait justement même chose de la corrosion sous contrainte sur ce dernier. Il faut savoir que c'était parmi les 3 réacteurs de 1,5 gigawatts celui qui avait le plus modulé. Donc c'est une information assez importante. On a eu quand même assez rapidement un communiqué d'EDF qui voulait être très rassurant sur le fait que c'était un cas isolé, ce phénomène de corrosion sous contrainte de retour, sur le fait qu'il y avait un process industriel côté EDF beaucoup plus mieux rodé, que ce soit à la fois des contrôles, que ce soit sur les vérifications, que ce soit sur les actions à mettre en place.
c'était un EDF qui est beaucoup moins pris à défaut par cette nouvelle. Et donc, on le verra après sur la tendance de prix, mais il y a eu aussi un deuxième impact dans un second temps. Je vous parlais de modulation, puisqu'on a eu le côté ENR, notamment en mai, beaucoup d'épisodes avec des prix négatifs. Et le nucléaire a également essayé de soutenir un petit peu cette dynamique pour essayer de limiter les phénomènes de prix négatifs en modulant un petit peu. Et effectivement, on n'a pas encore été, il n'y a pas encore eu de rapport sur le fait que Civaux 2, c'est une des raisons principales qui fait que la contrainte a été décrétée. Toujours est-il que c'est un fait qui est remonté. Donc la modulation, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qu'on observe depuis de nombreuses années. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 20 TWh par an qui sont modulés par EDF pour la modulation en général. Je vais m'arrêter là-dessus. Juste dernier petit point sur les indispos nucléaires en cette période bientôt même estivale avec des fortes chaleurs, comme on a pu connaître notamment les jours précédents. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque année, on a une indispo nucléaire qui représente 0,3% de la production annuelle. Ça, c'est les standards moyens qu'on relève. 2003, par exemple, avec la grande canicule que la France a pu connaître, on était sur un niveau de 1,43%, avec à un moment un pic avec près de 6 gigawatts d'indispo nucléaire à cause des très fortes températures. Cette année, on a eu un épisode, donc, du coup, il y a une semaine. C'était pas 10% du parc qui était indispo, mais c'était quand même 5%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et il faut savoir que sur le parc nucléaire français, on a deux types de centrales nucléaires. On a celle à circuit fermé et circuit ouvert. Et les seules qui sont impactées, c'est les circuits ouverts, puisqu'elles doivent rejeter de l'eau dans les fleuves environnants et doivent malgré tout respecter des contraintes de température. Donc effectivement, s'il fait trop chaud, les rejets ne sont pas possibles. Et donc les centrales se considèrent et se mettent tout simplement indisponibles, puisqu'elles ne veulent pas perturber les environnements à proximité. Donc voilà pour le nucléaire. Côté hydraulique, rapidement, on sortait d'une année 2022 en sécheresse. 2023, une reprise. 2024, un record historique avec une excellente année 2024. Et 2025, malheureusement, on retombe un petit peu sur un standard peut-être plus 2023 qu'autre chose. Avec, à l'heure actuelle, quand on regarde ici le graphique qui présente chaque mois l'évolution de la production hydraulique cumulée depuis janvier de cette année par rapport à l'année dernière au même moment, on constate qu'on est à moins 15,9% quand même par rapport à l'année dernière qui, encore une fois, était l'année historique, notamment dû au fait d'un mois de mars assez léger où on n'a pas eu trop de pluie et de neige au final sur les premiers mois de l'année. Donc voilà, côté hydraulique, côté ENR rapidement, donc côté filière éolienne, pas des super bonnes nouvelles, malheureusement. On sortait pareil d'une année 2024 très bonne. 2025, c'est moins bon, notamment avec un mois de février qui était à moins 36% par rapport à l'année précédente. Un mois de mai, pardon, qui a réussi à essayer de rattraper un petit peu le retard pris notamment en février sur cette filière et le fait qu'on avait peu de vent constaté sur le pays et donc moins de production. Et in fine, on atterrit à la fin juin à moins 8,2% entre la production éolienne de l'année dernière et de cette année. Donc on n'est pas non plus si loin, mais effectivement, côté éolien, on n'est pas sur une filière qui est totalement avec des signaux ultra favorables pour ce début d'année. On peut noter quand même que le parc éolien français, c'est le troisième d'Europe. Le premier, c'est l'allemand avec 74 gigawatts installés. On a ensuite l'espagnol avec 31,8 gigawatts installés et le français avec 24,9 gigawatts installés. On a eu une mauvaise nouvelle sur le déploiement et l'installation future d'un parc éolien offshore dans le nord-est de la France à cause de problèmes de forage. Et l'impact, c'était 450 mégawatts potentiellement qui étaient censés être mis en service très bientôt, mais qui seront finalement reportés par EDF 2 ans plus tard. Donc voilà à peu près les nouvelles que je pouvais donner sur la filière éolienne. Côté solaire, des bonnes nouvelles, et je pense que ça se voit assez facilement sur le graphique ici présenté, qui présente pas uniquement la production solaire cumulée, mais la production solaire mois par mois. Et effectivement, on voit bien la différence entre 24 ou 25, où 25 est systématiquement meilleur que 24. Et c'est ce qui explicite le fait qu'on est à plus 28% de production sur le solaire entre l'année dernière et cette année qui, pour le coup, l'année du solaire 2025 part sur des très hauts standards. On continue
d'installer côté solaire systématiquement, et le mois de juin a été un record, puisque c'est une des premières fois qu'au mois de juin, au sein de l'Union européenne, l'énergie solaire est la première source d'énergie de l'Union européenne. En deuxième, on retrouve le nucléaire, et en troisième, on va retrouver l'éolien. Voilà ce que je peux vous dire sur le solaire. On a eu plus de 13 pays de l'Union européenne qui ont battu leur record de production solaire sur ce même mois de juin. Donc c'est ce qui confirme un petit peu cette tendance ultra positive pour la filière du solaire, au-delà des aspects réglementaires et du moratoire français qui rendent parfois qui posent parfois des questions sur certains avis politiques sur le développement des ENR. On va ensuite parler du coup de la demande. Non, pardon. Juste avant de parler de la demande, on va s'arrêter sur des épisodes réseau qui ont pu avoir lieu sur les derniers mois. Donc notamment le premier, celui qui a fait les plus gros titres dans les médias, le blackout espagnol qui a eu lieu le 28 avril dernier, qui s'est matérialisé par la perte de 15 gigawatts en l'espace d'une heure à midi, donc ce 28 avril 2025. À ce moment-là, donc au moment de la coupure, effectivement, on constatait 66-70% d'énergie renouvelable. Néanmoins, il est important de le dire que c'était pas forcément comme certaines informations dans la presse étaient relayées, c'était pas du tout une cyberattaque, c'est pas uniquement à cause des ENR que ce problème a eu lieu, c'est vraiment une origine multifactorielle qu'il faut retenir de cet incident espagnol et portugais, avec des problèmes de surtension locales qui ont été mal gérées. On a eu des manques de capacité de contrôle de tension, on a des actifs qui sont censés faire du service système qui n'ont pas été forcément réactifs et efficients, et on a eu des dépassements avec des limites opérationnelles à certains endroits qui n'ont pas été maîtrisés non plus. Donc voilà, c'est vraiment multifactoriel, c'est pas uniquement une filière uniquement ou uniquement un segment qui est à mettre en cause. Je tenais aussi à notifier le blackout qui a eu lieu en République tchèque et précisément à Prague et dans la région de Prague le vendredi dernier, c'était le 4 juillet dernier, qui lui, pour le coup, était dû à des raisons plus de réseau, avec un réseau plutôt vieillissant et un problème technique sur un poste source qui après on a constaté un enchaînement de mise en protection en fait d'actifs de production, enfin de lignes haute tension qui après au fur et à mesure ont décalé et ont un petit peu déphasé l'ensemble du mix. Et enfin, on peut notifier, donc ça a moins fait la une de l'actualité, on a eu également des problèmes en Macédoine du Nord le 18 mai dernier avec 1h30 de coupure à cause pareil de problèmes de haute tension et de faible consommation. Et enfin dans les Balkans en juin dernier avec une problème de canicule et de défaillance réseau encore une fois. Je pense que c'est important d'avoir en tête le fait qu'on a un réseau de transport européen, notamment en Europe centrale, qui est assez vieillissant et que c'est vraiment ultra important de bien gérer la maintenance et de gérer la vétusté de certains actifs. Et encore une fois, l'importance des capacités transfrontalières pour ce type de moment charnière pour vérifier la solidité et la fiabilité d'un réseau européen. Voilà, je laisse maintenant la parole à mon collègue Chapsidine pour la partie demande. Très bien, merci Arnaud pour cet aperçu sur la situation de l'offre en électricité. Alors maintenant, si on s'intéresse à la demande et voir si elle évolue un peu comme le gaz, donc les tendances pour l'Europe concernant la demande en électricité, un peu comme pour le gaz, on a eu une consommation totale sur la zone euro durant le premier trimestre 2025 qui a progressé par rapport au premier trimestre 2024, qui a même progressé de 1% par rapport au premier trimestre 2024, de 2% par rapport au premier trimestre 2023. Sur l'année 24, elle a progressé déjà après 2 reculs consécutifs en 2023 où la consommation avait chuté de plus de 3% en 2022 et puis aussi plus de 3% en 2022 et en 2023. Donc ce qu'on a en Europe, c'est une demande européenne qui progresse, mais qui reste quand même, comme pour le pétrole et comme pour le gaz, qui reste en dessous de la moyenne pré-crise 2015-2019. Alors, c'est moins que le gaz. Le gaz, comme on l'a dit, on est entre 15 et 20% en dessous. Pour l'électricité, c'est que, entre guillemets, 6%, mais c'est quand même en dessous de la moyenne pré-crise 2015-2019. Et ça, c'est la preuve que l'impact sobriété prix, l'impact de l'efficacité énergétique et que la désindustrialisation pèse clairement sur la consommation d'électricité.
Alors, si on regarde un peu la géographie de cette demande, en tout cas au niveau européen, on a 18 pays en hausse, 9 pays stables ou en baisse. Donc on a un peu une Europe qui se coupe en deux. On a une Europe du Sud qui est globalement en croissance, avec la Chypre, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, qui sont entre 6 et 10% de croissance, d'augmentation de consommation d'électricité. La France, c'est pas trop mal, hein, aussi, à 3%. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû, certes, à un rebond industriel, mais aussi à un appel plus marqué à la climatisation dès mars. Il a fait chaud, ça ne vous a pas échappé. Et puis, du coup, on a utilisé nos climatiseurs un peu plus tôt durant l'année et on a aussi un peu moins utilisé notre chauffage. On a une Europe du Nord qui est plutôt en recul, avec des pays baltes et la Suède qui sont entre 4 et 7% de baisse. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû aux efforts de sobriété énergétique qui portent leurs effets maintenant depuis plusieurs mois, d'une économie qui est moins dynamique et d'un hiver qui est exceptionnellement doux. Donc, ce qu'on voit, c'est que malgré la douceur hivernale, la consommation électrique elle a augmenté. Ça suggère une influence croissante des nouveaux usages qui ne sont pas corrélés au chauffage, l'électrification industrielle, des véhicules électriques, des pompes à chaleur et data centers. Donc, si on se focalise un petit peu sur la France, on a une demande donc, qui a été en baisse par rapport à l'enveloppe 24-25. Alors, ce qui est assez important de noter, c'est qu'on a une tendance saisonnière. C'est-à-dire qu'on a un écart qui est plus marqué durant l'hiver, avec un chauffage électrique qui est réduit, que sur l'été. Parce que durant l'été, on a cette baisse de consommation électrique qui est partiellement compensée par la climatisation. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on chauffe moins, et pendant l'été, eh ben, on climatise plus. Donc même si on a une baisse structurelle de la consommation d'électricité due aux nouveaux usages, aux nouveaux efforts de sobriété énergétique, on a quand même une compensation partielle par la climatisation qui font que la baisse qu'on observe pendant l'été, elle est moins marquée que pendant l'hiver. Donc si on fait un peu, regarde un peu comment cette baisse, enfin comment cette consommation se répartit en fonction des secteurs, on voit que la production industrielle elle a clairement mieux résisté que celle des autres pays européens durant l'année 24, avec des gros industriels qui ont plus consommé. Après 2 années de forte baisse, on a une reprise qui est forte dans le papier carton, dans les transports ferroviaires. On a une reprise qui est un peu plus timide pour la chimie et la sidérurgie. Et puis, pour certains secteurs, comme les produits minéraux non métalliques et l'automobile, on a une continuité de la baisse. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que durant les 2 crises qu'on a vécues en moins de 5 ans, qui ont été la crise sanitaire puis la crise énergétique, on a eu des secteurs qui ont été plus sensibles à la baisse de la demande et qui, du coup, ont été davantage affectés par la crise sanitaire, notamment le secteur de l'automobile et du ferroviaire. Et puis, on a eu d'autres secteurs qui sont, eux, plus énergivores et qui ont, du coup, été plus affectés par la crise énergétique. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont très sensibles au prix et qui, du coup, ont été extrêmement affectés par la flambée des prix. Donc, notamment l'industrie chimique, la métallurgie, le secteur du papier-carton, qui ont subi jusqu'à 20% de baisse de consommation par rapport à la moyenne 2014-2019. Alors, quelles sont les perspectives pour les besoins futurs? Alors, on l'a évoqué en début du webinaire, on a une forte progression des véhicules électriques, donc forcément, ça impacte. Alors, on a un véhicule sur 5 en Union européenne qui est un véhicule vendu, un véhicule sur 5 vendu en Union européenne qui est un véhicule électrique, ça fait plus de 600 000 véhicules électriques au premier trimestre 2025. On a même un pic de quasiment 2 véhicules sur 3 au Danemark vendus, c'est des véhicules électriques. À titre d'exemple, en Chine, c'est un véhicule sur 3, et aux États-Unis, qui ne sont pas forcément connus pour être le pays le plus friand de véhicules électriques malgré la courte aventure d'Elon Musk, on a moins d'un véhicule sur 10 qui est un véhicule électrique. Donc, il faut être clair, l'effet sur la consommation n'est pas encore très visible en volume, ce n'est pas encore assez significatif pour que ça se traduise vraiment en volume. Toutefois, on le voit, enfin c'est visible cet effet sur le talon de consommation nocturne. C'est-à-dire que désormais,
pendant la nuit, vous avez davantage de véhicules électriques qui sont en train de se recharger et qui, du coup, boostent un petit peu la consommation durant la nuit. Donc, en bref, hein, le rebond de la consommation, il est fragile. La baisse de 22-23, elle n'est pas encore digérée. Et le régime d'avant-crise, il ne sera pas atteint sitôt. Et les perspectives pour le second semestre 2025, on devrait avoir une croissance d'un peu entre 1,5 et 2% sur l'année. Ça va principalement dépendre du climat et du rythme de la reprise industrielle. Donc maintenant que je vous ai parlé de la demande, je vous propose de voir avec Arnaud comment est-ce que l'équilibre offre-demande a interféré sur les prix de l'électricité. Alors, merci Shamsuddin. Donc, effectivement, on va maintenant se concentrer sur la notion de prix et particulièrement de la notion de prix spot dans un premier temps. Donc, le premier constat qu'on peut dresser, c'est la tendance baissière sur le prix moyen spot constaté sur les différentes années versus début 2025. On le rappelle rapidement, le prix moyen 2022, c'était 274 MWh. Le prix moyen 2023, on divise par 2,3, on est à 97 € du mégawattheure. Et puis là, 2024-2025, on est sur du 58 € du mégawattheure pour 2024. Et actuellement, on est à 67 € du mégawattheure sur les 6 mois et 10 jours du début de l'année. Donc, on constate effectivement, et c'est assez évident, une tendance baissière. Néanmoins, et on le voit de manière assez visuelle sur ce graphique d'évolution des prix spot sur les 2 dernières années, jour après jour, on a une volatilité qui est quand même assez importante. On le voit même visuellement sur 2025 dessiné en noir, où on a 3 moments différents qu'on peut analyser sur ces 6 premiers mois. Donc le premier moment, c'est celui-ci, c'est celui de janvier, février, mars, où on constate donc un prix moyen spot de 100,2 € du mégawattheure. Pourquoi? Alors, dans un premier temps, on constate des températures inférieures aux moyennes de saison. On est sur du moins 1,3 degrés en dessous du trimestre identique une année avant. C'est le premier facteur, la température qui était relativement fraîche. On a eu peu de vent, on l'a vu il y a quelques slides de ça, lors de la présentation de la production éolienne, on était sur des standards assez moyens. Même chose, on a eu peu de neige et de pluie pour commencer l'année, donc la filière hydraulique qui sortait d'une année historique en 2024, s'est retrouvée en 2025 un petit peu chahutée. Heureusement, le soleil redorait un petit peu notre blason et nos cœurs, et le nucléaire qui était de retour au Q1 25. Et malgré ça, on a constaté plusieurs épisodes d'une que l'autre, de moments où la demande était assez importante, il faisait froid, il n'y avait pas trop de vent, et on avait des épisodes de tension avec des prix spots relativement élevés. Et on le voit sur la courbe, ça se retranscrit très bien avec des prix spots à ces niveaux de 100,2 € du mégawattheure sur ces 3 premiers mois de l'année. Deuxième phase concernant l'analyse des prix spots, la phase entre le 1er avril et le 15 juin. Donc 6 semaines d'analyse, mais néanmoins, sur ces 6 semaines, il s'est passé des choses. Il s'est passé qu'on a eu 28,6 € du mégawattheure en moyenne sur cette période, qui sont dus à quoi? Qui sont dus tout d'abord, dans un premier temps, à l'augmentation de la production éolienne, qui était in fine de retour. On a parlé du mois de mai, qui était exceptionnel pour la filière éolienne, avec plus de 40% par rapport à l'an dernier. Le solaire qui continuait un petit peu à dérouler sa surproduction du début d'année. On a eu une disponibilité nucléaire qui était légèrement en baisse, avec un petit peu des épisodes de modulation, notamment. On a eu surtout une demande plus faible d'un point de vue électricité, avec des jours fériés. On a eu 3 jours fériés au mois de mai. Les 3 étaient sur des jeudis qui occasionnaient potentiellement des week-ends prolongés un petit peu plus longs et donc des épisodes de demande plus faibles, avec une itération plus importante. Et on a constaté une multiplication donc des heures négatives qui étaient de retour, donc phénomène qu'on avait déjà bien vu l'année dernière en 2024 par rapport aux années historiques qui étaient très importantes. Et donc là, 2025, c'était un petit peu la question c'était même carrément la question du jeu concours qu'on vous avait posé. Et donc le résultat, je ne vais pas tarder à l'annoncer, mais c'est celui-ci. On était, ce graphique présente l'évolution du cumul mensuel des heures après spot négatif sur toute une année entre les différentes années de livraison, donc de 2021 2025. Le premier constat, c'était qu'on voyait que 2021, 2022, 2023, on était entre 4 et 147 heures négatives seulement. L'année dernière, on était à 361 heures négatives. Et là, ce qu'on observe, c'est que déjà à la fin juin, début juillet, on est à 368 heures négatives à seulement un petit peu plus de la moitié de l'année. Donc c'est
On est vraiment sur une multiplication de ces heures. On est à plus 33% par rapport à l'année dernière au même moment. C'est un chiffre, un nombre assez important. On regarde quand même deux tendances. On a le fait qu'en période de saison estivale, l'heure sur laquelle il y a le plus d'heures négatives constatées, c'est à 14 heures, avec la cloche solaire qui est à presque son prime. Et en saison hivernale, c'est 4 heures du matin qui avait été détectée sur les derniers mois. Enfin, dernière partie sur le spot qui est assez intéressante, c'est de juin à juillet. Donc encore une fois, sur les dernières semaines, on a eu un prix spot moyen à 67 € du mégawattheure cette fois, donc plus haut, avec l'apparition d'un nouveau phénomène. Donc on a appris le Ducal Float il y a quelques mois de ça. Cette fois, on va apprendre le terme It's a Float, qui pour le coup dessine une courbe de prix spot standard un petit peu différente. On a vraiment un prix spot qui est à peu près toujours horizontal, puis remonte totalement en fin de journée, qui matérialise une surdemande en période de forte chaleur et avec une présence de vent assez faible. Donc ça, on a vu au moins 5-6 fois sur les 4-5 dernières semaines cet épisode sur les prix spot avec une courbe assez horizontale puis qui remonte sur les dernières heures de la journée. On a eu également des phénomènes d'indispo nucléaire. On a parlé avec notamment les fortes chaleurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la statistique de 0,3% en moyenne de la production nucléaire perdue à cause de ces épisodes de chaleur. On a connu ça sur certaines centrales les dernières semaines avec déjà 550 gigawattheures à déplorer côté EDF à cause de ces phénomènes d'indispo. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'évolution des prix spot. Donc une tendance baissière actuellement, mais une volatilité qui est de plus en plus forte. C'est assez marquant en tout cas sur les différents graphes qu'on peut observer. Ensuite, on va s'attarder sur l'évolution du produit calendaire français versus le package de cet ETF du CAL européen. Donc, ce CAL européen, c'est tout simplement une sorte de prorata de la production des différents pays européens qu'on a listé en dessous, avec la pondération qui est affichée en dessous, et qui est censé un petit peu représenter tout simplement l'indice de l'Europe continentale pour essayer de comparer la compétitivité ou non du CAL +1 français versus le CAL +1 de l'Europe continentale. Et les résultats sont assez clairs. Quand on regarde les 12 derniers mois, on a toujours ce spread de plus de 10 € du mégawattheure entre l'indice Europe continentale et la France. Donc on est sur une situation où l'indice sur le CAL +1 français est très compétitif. On a un mix énergétique français qui nous aide beaucoup quand on le compare à ce qu'on peut voir sur le marché allemand notamment. On a une différence assez marquée. On note qu'en juillet dernier, on était à 13 € du mégawattheure d'écart et aujourd'hui, on a eu des moments à plus 20 € du mégawattheure entre ce qui se fait sur cet indice Europe continentale et la France, sachant que cet indice comprend également le CAL français, ce qui permet de baisser un petit peu en tout cas cet écart. Je nuance encore une fois ce propos en disant qu'on parle uniquement du prix de la molécule et qu'on ne rajoute pas le coût d'acheminement ni les taxes par-dessus qui effectivement varient de manière assez importante entre les différents États. Je conclurai en vous présentant donc la courbe des prix forward, donc pas de backwardation, mais avec un petit jeu entre les produits calendaires 26, 27 et 28 sur les 7 derniers mois. Donc la courbe en rouge, celle qui nous intéressait le plus, c'est le CAL 26, avec encore une fois, je vais pas être drôle et un petit peu redondant, je suis désolé, mais on va avoir 4 tendances qui vont se dessiner. Donc la première, des températures basses sur le début d'année, des stockages très bas d'un point de vue gaz. Et c'est vraiment le driver du gaz qui va nous amener à cette tendance haussière sur l'électricité. On va avoir une cessation rapide des stockages, on va avoir des fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient, on va avoir une échéance du contrat de transit entre l'Ukraine et la Russie qui vont pas aider la tendance sur la centrale marginale française. Puis, 2 moments de baisse successifs avec une filière nucléaire de retour. Donc, on avait présenté précédemment quand on parlait de l'offre nucléaire avec une Q1 2025 qui était particulièrement bon pour la filière du nucléaire, qui était à son plus haut niveau en termes de premier trimestre depuis plus de 6 ans. Donc, c'était une très bonne nouvelle. Et on a eu l'économie avec l'impact des différentes annonces de Trump sur les droits de douane, avec un fort impact sur la demande. Puis, une hausse
Donc là, je parle dans un premier temps de l'annonce d'EDF avec le retour des problèmes de cours sous contrainte, notamment à Civaux 2, qui avait forcément agité les marchés et avait eu une incidence directe dans l'espace de 2-3 jours sur les produits forward. Et enfin, et toujours cette corrélation, ce drive par le gaz qui existe sur notre marché avec l'escalade des conflits au Moyen-Orient, avec les échanges de missiles entre l'Israël et l'Iran, la tension autour du détroit d'Ormuz qui impacte forcément l'équilibre offre-demande pour le coup, et notamment l'offre. Enfin, EDF qui s'est voulu assez rassurant, même quelques jours après la première nouvelle concernant les corrosions sous contrainte, avec le fait que c'était un incident isolé, Civaux, et que le reste du parc ne présentait pas de défauts similaires. Donc ça a immédiatement eu un impact positif sur les marchés. Et encore une fois, un drive du gaz assez important avec l'accalmie entre les tensions entre les États-Unis, l'Iran et Israël, avec des discussions qui sont en cours, avec une discussion et une période de calme plutôt relative. Voilà ce que je voulais vous présenter, en tout cas, sur les prix forward. Et je laisse maintenant mon collègue vous parler des projections sur ces mêmes forward. Très bien. Merci Arnaud. Donc on a un peu vu l'historique. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'attendre que les prix évoluent dans les prochaines semaines. Je vais pas reprendre la même mécanique que j'ai expliqué avant le gaz, c'est la même. On va aller droit au but. On va essayer de tracer un peu. On va voir si on arrive à tracer un support, une résistance, voir si les prix oscillent dans une zone, dans une bande. On voit que c'est un peu moins facile que pour le gaz, où on avait l'impression qu'il y avait un peu plus de robustesse dans les supports et les résistances qu'on avait tracés. On essaye d'en tracer depuis janvier 24, donc ça fait moins de 2 ans. Ça a l'air un peu plus fragile. Il semble quand même qu'on ait un support baissier qui fasse office de zone de rebond, puisqu'à maintes reprises, on a vu un rebond depuis 1 an. Les prix ont trouvé à chaque fois, alors, de manière un peu épisodique, ils sont traversés, mais hop, ils sont remontés. Et puis, on a une résistance, elle semble un peu plus fragile. On peut la tracer depuis janvier 24, et puis on arrive à trouver un peu de rebond, cette fois-ci à la baisse. Donc, il semble que la courbe oscille à l'intérieur de ce canal avec des rebonds fréquents entre ces bornes, mais clairement, c'est plus fragile. À l'heure actuelle, on est au milieu du canal, aux alentours de 62, 63 euros. Alors, les scénarios potentiels, c'est un peu comme pour le gaz. Soit on a une poursuite de la tendance baissière, et donc si le prix reste sous la résistance verte, le biais est clairement baissier. Donc, si jamais, si c'est pas impossible qu'on franchisse aussi cette borne basse, qui du coup, qui fait que baisser, puisqu'on a un canal baissier. Donc là, l'été peut s'avérer propice avec un manque de volume pour qu'il y ait une excursion en dessous de ce canal. Donc ça peut être un signe d'alerte pour peut-être acheter. Et puis à l'inverse, on peut aussi avoir un prix qui va franchir la borne haute, qui elle aussi est descendante, qui en fonction des semaines va avoir tendance à baisser. Mais du coup, voilà, c'est aussi possible. Clairement, on est un peu moins confiant sur cette espèce de zone qu'on a tracée. C'est un peu comme dirait un célèbre chanteur, on est un peu dans une bande désorganisée et qui a un peu de mal à canaliser ce prix. Alors, pour le CAL 27, eh bien pour le CAL 27, on a une dynamique qui est assez comparable à celle du CAL 26. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. La figure, elle a quand même la même tête. Elle est quand même plus. La bande semble être quand même plus robuste. C'est-à-dire que les prix, clairement, ont rebondi à maintes reprises en haut et à maintes reprises en bas aussi. Donc, on est un peu plus confiant. Donc, il faut surveiller. Il faut surveiller ces zones-là qui peuvent être des signes d'achat ou de vente. C'est vrai qu'on a tendance à raisonner en termes de consommateur qui va chercher des prix bas. Mais voilà, si vous êtes un producteur d'électricité et que vous allez plutôt chercher à valoriser votre production, on peut aussi attendre à ce que ces prix aillent au-dessus
de cette zone et qu'il puisse y avoir une excursion à la hausse. Voilà, donc on a clairement, comme pour le CAC 26, une dominante qui est baissière, un peu plus modérée que le CAC 26, mais c'est quand même baissier. Il n'y a pas de signal fort actuellement. Donc voilà, il n'y a pas de. On ne peut pas dire que ça fait quand même plusieurs mois que les prix oscillent un peu. Et puis pour le CAC 28, alors le CAC 28, c'est un petit peu différent. C'est un peu plus mou. Il y a moins, ça ressemble pas mal au CAC 28 du TTF. C'est-à-dire qu'on a des résistances baissières et haussières qui sont en train de converger, qui vont à un moment clairement se toucher. Donc les prix oscillent de moins en moins. Ça évolue dans un triangle symétrique. Les prix se compressent. Vous avez des vendeurs qui poussent un peu les prix vers le bas, mais de l'autre côté, vous avez des acheteurs qui vont soutenir le marché de plus en plus tôt. Donc là aussi, il faut s'attendre à ce que prochainement, à un moment, le marché décide. Soit il va aller en haut, soit il va aller en bas, parce que à mesure que voilà, vous avez ces deux supports qui sont, enfin ces deux obliques qui sont en train de converger, le marché va devoir prendre une décision, aller à la hausse ou à la baisse, mais voilà, il va falloir prendre une décision. Alors voilà, maintenant qu'on a un peu dessiné les perspectives qu'on peut attendre pour les prix pour les prochaines semaines, on va passer aux résultats du concours. Donc, comme vous l'a dit Arnaud, le nombre d'heures négatives observées au 7 juillet s'élève à 368 heures. Elles n'ont pas augmenté depuis, donc on est toujours dans la même fourchette. Et du coup, la bonne réponse au jeu, c'était donc la fourchette 365 à 394. Et du coup, on a tiré au sort les trois qui vont nous permettre d'affronter l'été qui s'annonce chaud ou les réunions trop longues si vous ne partez pas tout de suite en vacances. Du coup, vous allez pouvoir garder vos boissons au frais pendant que le thermomètre grimpe et que les prix d'électricité tombent. Alors forcément, en voyant ces prix négatifs, se pose la question de comment tirer profit. Est-ce que ça permet de gagner autre chose qu'une gourde Gazelle Énergie? Eh bien, la réponse est oui. Il y a des opportunités qui peuvent être saisies. Et mon collègue Roman va vous en parler. Bonjour à tous. Merci Chamseddine pour cette transition. Alors effectivement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner une lourde gazelle, j'ai autre chose à vous proposer. C'est pas une solution qui désaltère, mais qui génère de la vapeur plutôt, et surtout des opportunités. Donc effectivement, ce qu'on a remarqué en fait en échangeant avec nos clients et avec d'autres industriels, c'est qu'il y a trois préoccupations qui reviennent très souvent, presque systématiquement. C'est maîtriser sa facture énergétique, décarboner sa production thermique et tirer profit de cette volatilité des prix de marché. Donc pour répondre à ces enjeux-là, eh bien, je vais vous présenter une solution concrète qu'on déploie aujourd'hui chez Gazelle Énergie. L'idée, c'est d'installer directement sur votre site une chaudière électrique, qu'on appelle aussi souvent e-boiler sur le marché. Donc, de quoi il s'agit? Donc, l'e-boiler, c'est tout simplement une chaudière électrique industrielle qu'on installe en complément d'une chaudière à gaz qui est déjà en place et qu'on vient raccorder directement sur votre réseau de vapeur interne. Donc, l'objectif, c'est pas de remplacer votre installation actuelle, mais bien de vous permettre d'alterner entre gaz et élec en fonction des prix spot les plus avantageux. Donc, l'e-boiler, il a de nombreux avantages, parmi lesquels, déjà, point important, c'est une solution qui peut être opérationnelle assez rapidement, en parlant plusieurs mois, pas en plusieurs années. Ensuite, le rendement de la chaudière, il est proche de 100%. Également, elle vous permet de produire de la vapeur industrielle, donc sans émission de CO2. Et enfin, sa montée en puissance, elle est très rapide et c'est ça qui va vous permettre en fait de capter des opportunités du marché. En revanche, c'est quand même important de le souligner, pour que le système il fonctionne de manière optimale, il faut que votre site il soit capable de moduler rapidement sa consommation de vapeur, sinon effectivement on passe un peu à côté de la flexibilité qui est offerte. Donc une fois l'e-boiler installé, on va pouvoir jouer sur deux sources de revenus complémentaires, qui sont en premier lieu, c'est en fait la plus évidente, ça va être l'arbitrage entre les prix spot du gaz et ceux de l'électricité. Donc, comme l'ont évoqué mes collègues, en fait, on assiste à une véritable multiplication des prix spot négatifs ou très bas, des prix très bas, donc qui sont inférieurs à ceux du gaz sur la partie élec, qui fait qu'en 2024, on a calculé voilà, que les créneaux favorables à la production de vapeur avec de l'élec plutôt que du gaz, ils ont représenté quand même 30% du temps sur toute l'année.
avec des pics, voilà, comme on peut le voir ici, en avril, en mai, avec près de 500 heures négatives. Donc dans ce contexte, les périodes où l'électricité devient plus compétitive que le gaz sont de plus en plus fréquentes. Et l'e-boiler, il va permettre de profiter de ces opportunités en basculant automatiquement sur l'élec quand les prix spot en fait sont plus bas. Et ça se fait automatiquement via des systèmes de pilotage intelligent. Donc ce simple arbitrage, nous on l'a calculé de notre côté, ça permet de générer environ 10% d'économie sur votre facture énergétique annuelle. Donc d'autre part, il va y avoir la deuxième partie, la deuxième manière de valoriser en fait vos chaudières électriques, ça va être via la participation au service système. Donc pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est en fait tout simplement le mécanisme d'ajustement qui permet de maintenir la fréquence autour de 50 Hz. Donc voilà, ce qui est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du système électrique européen. Donc RTE, il gère cet équilibrage en temps réel et il a besoin d'acteurs qui sont capables de moduler rapidement leur puissance, à la hausse comme à la baisse, pour corriger ces déséquilibres entre l'offre et la demande. Et notre e-boiler, en fait, avec sa capacité de modulation rapide, il est particulièrement bien adapté pour y participer. Et étant donné qu'on a de plus en plus de NR sur le réseau et qui produisent de manière intermittente, on a de plus en plus de déséquilibre. Donc il y a un vrai intérêt à installer ce type d'outil. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de chiffres, dans nos estimations récentes sur 2025, pour une chaudière de 10 MW, ça peut représenter jusqu'à environ 1,4 million d'euros de revenus par an, uniquement pour la disponibilité sur le mécanisme d'ajustement. Après, c'est tout de même important de préciser que cette opportunité, elle est temporaire. Le phénomène, il est connu et d'autres acteurs se positionnent. Vous ne serez pas les seuls à vous positionner là-dessus. Résultat, plus il y a d'offres de flexibilité sur le marché, plus la rémunération a tendance à baisser. Ça, c'est tout de même à contrebalancer parce que la dynamique sur le marché, sur la réserve tertiaire, enfin sur la réserve secondaire, elle va baisser. Mais d'autre part, l'arbitrage entre le prix du gaz et celui de l'électricité, donc le spread entre les deux, ça devrait durer durablement. Et cet écart à lui seul, il permet de générer des revenus stables dans le temps, simplement en remplaçant une partie du gaz par de l'électricité. Et concrètement, alors, qu'est-ce que Gazelle Énergie, nous, on apporte dans ce modèle? Ce qui fait vraiment la différence, c'est notre capacité à nous adapter aux besoins spécifiques de chaque client. L'objectif, ça va être de vous accompagner de manière personnalisée, en tenant compte de vos contraintes opérationnelles, techniques, financières, pour construire quelque chose de vraiment sur mesure. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tout simplement, en fait, on peut financer, cofinancer ou pas, en fonction de ce que vous voulez, cet e-boiler. On parle là de l'achat, de l'installation, du raccordement et aussi de la certification auprès d'RTE dont on s'occupe. Et ensuite, tout au long du contrat, c'est nous qui allons gérer le risque marché qui peut être important. Ensuite, les économies qui seront générées via l'arbitrage Gazélec et avec l'ajustement sur la réserve secondaire, ça va permettre de générer des revenus et de rembourser en fait l'e-boiler et ensuite de générer des gains qui seront partagés entre l'industriel et Gazelle Énergie. Ensuite, sur le plan environnemental, installer un e-boiler, ça contribue directement aux objectifs ETS, à la réduction des énergies fossiles, forcément, on utilise une chaudière maintenant à électricité, et enfin à la baisse des émissions de CO2. Donc en conclusion, l'e-boiler, c'est une solution quand même qui est relativement simple à installer, à intégrer dans vos process, si vous avez déjà une chaudière à gaz, bien sûr. Il vient en complément, donc il ne vient pas perturber vos process. Il permet de décarboner et de dégager des revenus importants et rapidement. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous transmettre un questionnaire d'éligibilité et étudier ensemble si c'est faisable sur votre site. Très bien. Eh bien, merci Roman pour cet aperçu des mécanismes possibles pour profiter de ces périodes où l'électricité abondante conduit à des prix négatifs. Alors, on va essayer d'organiser un webinaire à la rentrée, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de questions sur ces sujets dans le chat. Donc, on va essayer d'organiser un webinaire à la rentrée où on va rentrer un peu plus en détail sur ces mécanismes. Bon, le webinaire, il est dense. Hein. Je vous ai tenu, on vous a gardé longtemps, parce qu'on a essayé de vous apporter un maximum d'informations. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont encore connectés. Alors, il a suscité pas mal de questions. On ne va pas pouvoir malheureusement y répondre à toutes, mais on va essayer d'en prendre certaines qui sont un peu dans le même esprit pour pouvoir y répondre un maximum.
Alors, il y a une première question concernant les niveaux de stockage. On nous dit, côté stockage, est-ce que à l'échelle de l'Union européenne, les acteurs sont sereins par rapport au remplissage de l'hiver prochain? Peut-être que Arnaud, tu peux y répondre. Alors, effectivement, je peux m'essayer à l'exercice. Alors, serein, effectivement, le terme me paraît un peu compliqué à aller sur ce terrain-là, puisque, encore une fois, on l'avait évoqué, on est sur un niveau moyen de stockage, de remplissage actuel qui est inférieur à 60%. On est quand même sur deux gros acteurs avec les Pays-Bas notamment et l'Allemagne qui sont plutôt aux alentours des 50% pour les deux en question. Certains analystes parlent d'un stockage prévisionnel pour l'Allemagne aux alentours de 70% plutôt que les 90% qui sont obligatoires, tout du moins actuellement. Donc sérénité, je ne dirais pas jusque-là, encore moins pour ces deux pays-là précisément, sachant quand on commence un hiver avec 70% de stockage, on n'est pas serein sur le fait de tenir un hiver qui est rude. Donc typiquement, si on a un hiver qui est rude, dès le mois de janvier, on va être potentiellement un petit peu en difficulté d'un point de vue pro-gaz. Donc la sérénité, non. Après, néanmoins, il y a quand même pas mal de discussions à l'échelle européenne, encore une fois, sur le fait de donner plus de flexibilité aux acteurs pour qu'ils ne soient pas uniquement contraints à jouer sur un corridor beaucoup trop restrictif. Donc voilà, en tout cas, on va voir comment ça évolue sur les prochains jours, prochaines semaines. Mais en tout cas, la sérénité d'un point de vue stockage, on ne peut pas forcément dire que c'est la bonne année pour en parler, en tout cas. Très bien, merci. Je vais voir s'il y a une autre question. Donc, il y avait une question. Ah oui, concernant. Ah oui, donc il y a une question sur. Bah, je vais te renvoyer une balle. Hein. Tu m'as envoyé une balle, donc je me permets de t'en envoyer une. Il y a des gens qui demandent quel était le chanteur. Alors, c'est un chanteur marseillais parce qu'on a un site de biomasse, comme vous le savez peut-être, de production biomasse à Gardanne. Donc, j'espère que nos collègues de Gardanne ont peut-être saisi la mention. Mais sinon, il y a une question plus sérieuse pour toi, quand même, qui se présente ici. C'est. Donc vous avez évoqué au début de votre présentation des flottes fantômes russes. Pouvez-vous nous préciser de quoi il s'agit? Oui, alors les bateaux fantômes, c'est quoi? En fait, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'Union européenne et puis le G7 ont imposé des plafonds de prix sur le pétrole russe. Il me semble que c'est $60 du baril. Et ça s'applique pour les cargaisons qui utilisent des services occidentaux, notamment de transport et d'assurance. Et du coup, pour contourner un peu ces sanctions, la Russie, elle utilise une flotte fantôme de vieux pétroliers qui lui permet du coup de vendre son pétrole malgré les sanctions. Alors souvent, c'est des bateaux qui sont basés dans d'autres pays, qui ont des pavillons exotiques comme au Panama et au Libéria, qui coupent leur GPS public, et donc on ne sait pas toujours où ils sont. Et puis en cours de route, ils changent d'identité. Ils transfèrent le pétrole d'un navire à un autre en mer, ce qui s'appelle un transbordement. Et ils vont pomper le pétrole d'un bateau vers un second, loin des ports officiels, pour brouiller les pistes. Et donc, du coup, en évitant les assureurs et les contrôles occidentaux, ils peuvent vendre leur pétrole plus cher, notamment à l'Inde ou à la Chine, même s'ils leur en vendent déjà, ou ailleurs, et ce, au-delà du plafond des $60. Et puis voilà, bien entendu, en plus de rendre les sanctions efficaces, ça augmente forcément plus les risques, parce que c'est des navires qui sont souvent mal entretenus, et donc plus dangereux pour l'environnement, et puis la sécurité maritime. Voilà. Bon, on est ensemble maintenant depuis quasiment 2 heures, même si on avait commencé un peu en retard. Notre webinaire touche à sa fin. On vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci, j'adresse un grand merci à Arnaud et à Roman d'avoir animé ces webinaires avec moi aujourd'hui. On espère que vous n'avez pas trop été heurtés par notre humour douteux à certains moments. Merci aussi, dans les coulisses, si je puis dire, derrière la caméra, à Illustra et Gian, de l'équipe communication, pour l'organisation de cette nouvelle session webinaire et du jeu concours.
qui a demandé une petite organisation. Et donc d'ici là, je vous invite à nous suivre sur la page LinkedIn de Gazelle Énergie. On partage régulièrement nos actualités. On partagera aussi le lien du replay pour ceux qui voudront le regarder en accéléré, vu qu'il est très long, ou au ralenti pour parcourir toutes les slides qu'on n'a pas pu toutes lire en détail. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations, si vous souhaitez aussi recevoir une offre de fourniture d'électricité ou de gaz pour vos consommations, on sera ravis de vous répondre. C'est vrai qu'on parle beaucoup des consommations, mais on fait aussi des offres de rachat de production via notre équipe transition énergétique qui rachète la production renouvelable, qui sort notamment d'obligations d'achat. On vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, de bonnes vacances si vous en prenez. Faites attention aux coups de chaud sur les prix, avec ou sans gourde, et puis on vous dit à bientôt.